Ça J'enregistre. marche. C'est bon? Oui. Alors, on part. J'admets tout le monde. Et je me tais. Donc, bonjour à tous. On vous laisse le temps de tranquillement vous connecter. Bonjour. Donc, Bonjour. 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 Donc, pas mal tout le monde semble s'être connecté, nous avoir rejoints. Donc, bienvenue à notre capsule de ce soir, capsule qui s'appelle « 1001 idées pour apprendre par le livre ». Donc, ce soir, les animatrices, c'est moi et ma collègue Tania, Camille Lang, Tania Carpentier. Nous sommes deux orthophonistes de la commission scolaire de Laval. Donc, la capsule est présentée par la commission scolaire ce soir. Donc, juste avant de commencer, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Zoom, vous voyez une barre d'outils de Zoom sur votre écran. Vous devriez voir ces pictogrammes-ci. On vous demanderait de désactiver votre micro pour éviter les bruits de fond en cliquant sur l'icône du microphone qui est ici et de désactiver votre caméra. Je pense que pas mal tout le monde le fait en cliquant sur l'icône de la caméra qui est ici, puisque la capsule de ce soir est enregistrée puis elle va être mise par la suite sur la chaîne YouTube de la commission scolaire de Laval. Donc, si vous ne voulez pas qu'on voit vos visages sur YouTube, il faudrait désactiver votre caméra. On vous encourage à écrire vos questions tout au long du webinaire. Bien sûr, des questions qui seraient en lien avec le contenu de la capsule de ce soir, c'est-à-dire la lecture de livres chez les enfants. Vous pouvez le faire en cliquant sur l'icône de la bulle que vous voyez ici encerclée en rouge, où c'est écrit « Converser ». Puis là, vous écrivez votre question, puis on va y répondre à la fin de la diapositive si c'est en lien ou à la fin du webinaire, puisqu'il y aura une période de questions à la fin aussi. On ne pourra pas répondre malheureusement à des questions qui sont précisément sur votre enfant, encore pour la même raison que je vous ai nommée tout à l'heure. La capsule va être disponible par après en ligne. Donc, on ne voudrait pas de questions personnelles, mais vous pouvez poser des questions sur le contenu là, en tout temps, il n'y a aucun problème, ça nous fait plaisir. Si vous préférez plutôt poser votre question de façon orale, donc si vous ne voulez pas l'écrire, vous pouvez lever votre main virtuellement en cliquant sur « Participant ». Ensuite, vous cliquez sur la petite main bleue qui apparaît et ça va lever une petite main bleue à côté de votre nom. Donc, ma collègue Tania va pouvoir gérer les tours de parole, puis on va pouvoir répondre à vos questions. On devrait avoir le temps de répondre à toutes vos questions, donc gênez-vous pas. Si jamais vous avez des questions qui ne sont pas directement en lien avec la capsule d'aujourd'hui, mais qui sont en lien avec peut-être d'autres sujets connexes sur le développement des enfants, je vous invite à regarder le cyberbulletin qui est envoyé par la commission scolaire à toutes les semaines. Donc, dans le cyberbulletin, on va afficher d'autres capsules qui vont venir prochainement, soit des capsules en direct comme ce soir, ou encore des capsules préenregistrées qui portent sur plusieurs sujets là, différents sur le développement des enfants. Donc, il y a notre équipe d'ergothérapeutes qui en a fait, l'équipe de psychologues aussi qui en a fait. Puis, il y a plein de sujets super intéressants comme l'importance de la routine en temps de confinement, l'anxiété, le TDAH. Donc, je vous invite à vous tenir informés sur le cyberbulletin pour avoir tous les autres sujets de capsules. Peut-être que ça pourra mieux répondre à vos questions là, si vos questions ne sont pas en lien avec le langage. Donc, la durée de la capsule est à peu près de 45 minutes. Donc, 30 minutes, 25 à 30 minutes de contenu. Puis, on laisse 15 minutes à la fin pour vos questions si vous en avez. Donc, le sujet de ce soir, c'est la lecture d'histoire avec nos enfants. Donc, c'est quoi l'intention de notre capsule? L'intention du webinaire de ce soir, c'est vraiment de démontrer pourquoi c'est intéressant la lecture de livres. Et puis, bon, ça va vous montrer que ça fait des apprentissages, ça permet de faire des apprentissages liés à la lecture et l'écriture. Ça permet de développer les habiletés langagières de votre enfant et ça lui permet aussi d'acquérir plein de nouvelles connaissances. On va aussi aborder le choix du livre. Donc, comment choisir un bon livre ou un livre qui est stimulant pour notre enfant. Puis, la façon de le lire aussi. Donc, comment lire le livre de façon la plus enrichissante possible pour nos enfants.
Donc, nous voilà dans le vif du sujet, c'est-à-dire la lecture de livres. Mais juste avant de lire le livre, il y a toute la préparation de la lecture qui est très importante. Il faut premièrement choisir un environnement qui est calme, si possible sans musique, sans radio, sans télé, sans distractions diverses. C'est sûr que si les plus petits jouent à côté avec des jeux bruyants, ça peut distraire l'enfant de la lecture et ça va rendre ça un petit peu moins stimulant. Donc, l'environnement est super important. Pour le choix du livre comme tel, on privilégie toujours une histoire qui a, premièrement, des images qui sont clairement en lien avec le texte, qui ne sont pas trop, je pourrais dire, imaginaires ou un peu stylisées, là, qui sont vraiment là pour appuyer la compréhension de l'histoire. On choisit, si possible, aussi un livre qui a une structure narrative, c'est-à-dire qu'il y a des personnages, un problème et des solutions. Donc, on évite les livres du type une séquence de journée ou une séquence d'événements sans problème. Il y a beaucoup de livres là, pour les enfants qui sont vraiment, par exemple, je sais pas moi, Camille sur le pot, par exemple. Donc là, c'est vraiment la séquence de, bon, ben Camille a envie de pipi, elle va aller au pot, etc. Donc, c'est comme une séquence pour apprendre à l'enfant. C'est un peu moins riche. Même chose pour un livre, par exemple, qui parlerait des couleurs, on va dire. Donc, c'est un livre sans personnage, sans structure narrative. Donc, pourquoi on veut choisir vraiment un livre qui a une structure narrative? C'est parce que c'est vraiment un élément qui est très important et qui revient tout au long du parcours scolaire de l'enfant. Donc, par exemple, si on prend un enfant de première année, il va commencer à lire des petites histoires avec une structure narrative. Puis on va peut-être lui poser des questions oralement, bien sûr, sur les éléments essentiels d'une structure narrative comme quand ça se passe, cette histoire-là, qui est le personnage, où ça se passait, c'était quoi son problème, c'est quoi les solutions qu'il a pensées, puis comment ça se termine. Souvent, on va le faire plus de façon orale avec les enfants en première année. En deuxième année, déjà, ils ont des petites compréhensions de lecture. Il va falloir qu'ils répondent à des questions, il va falloir qu'ils fassent de la compréhension de texte et répondre à des questions écrites. Et tout au long de leur parcours, ils vont le faire aussi. Et souvent, les questions qui vont être choisies vont être des questions sur la structure narrative, donc sur tous ces éléments-là de la structure que vous voyez dans le petit tableau qui est en bas. Donc, quand, qui, où, le problème, la solution et le dénouement de l'histoire. Par la suite, les enfants vont produire des productions écrites, donc vont devoir écrire une histoire. Donc, si la structure narrative est très claire dans leur tête, ça va être plus facile pour eux d'organiser leur histoire. Et encore plus loin dans le parcours scolaire, ils vont devoir résumer des romans, devoir faire des résumés de lecture ou des appréciations de lecture. Puis donc, ils devront encore une fois ressortir les éléments de la structure narrative. Donc, si on commence déjà tout petit à leur expliquer qu'est-ce que c'est la structure d'une histoire, bien, ça va être plus facile pour eux tout au long de leur parcours scolaire à bien réussir. Donc, c'est une grande parenthèse, mais c'est super important, je pense, de comprendre pourquoi on tient tant à la structure narrative dans une histoire. Si possible, donc, prochain point, on choisit un livre avec du vocabulaire qui est le plus riche possible. Donc, c'est sûr que si on reste dans du vocabulaire simple, c'est plus facile à comprendre, mais si on choisit du vocabulaire riche, ça nous donne des opportunités, en fait, d'enrichir le vocabulaire de notre enfant. Au niveau de la longueur, c'est souvent des questions qu'on nous pose. On peut choisir un livre d'à peu près 15 pages doubles. C'est sûr que c'est un guide, hein? C'est pas coulé dans le béton, là, mais vous pouvez à peu près vous guider avec ça. 15 pages doubles, environ 2 à 8 phrases par page. C'est juste une phrase par page, probablement que l'histoire est pas assez complexe pour être enrichissante. S'il y a plus que 8 phrases par page, ça devient lourd. Donc, dites-vous entre 2 et 8 phrases par page. Donc, c'est à peu près les éléments qui vous permettent de choisir un livre là, qui est le plus enrichissant possible pour votre enfant. Donc, on passe à la prochaine diapositive. Donc, même avant de lire un livre, encore une fois, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Qu'on n'y pense pas toujours, mais il y a plein de choses qu'on peut découvrir seulement en le tenant. Donc, la façon de tenir le livre est importante. Chez nos plus petits, déjà, de leur expliquer qu'on ne commence pas le livre, par exemple, par ce côté-là. On va commencer par la page couverture, donc où la trouver, la page couverture. Et comment la tenir? Est-ce que c'est comme ça, comme ça, comme ça? Donc, il faut que, bien sûr, le texte soit lisible.
Donc, que les lettres soient du bon côté. Chez nos plus petits, c'est déjà un apprentissage. Par la suite, ce qu'on peut faire, c'est déjà regarder l'image sur la page couverture avant même de lire quoi que ce soit. Donc, si on prend, par exemple, cette couverture-là, bon, on peut regarder l'image puis se dire « je vois que la coccinelle a des grandes dents pointues déjà. Donc, ça nous permet de réfléchir déjà à ce que ça va parler. Ensuite, on peut faire des liens avec le titre de l'histoire. Donc, ici, le titre, c'est « La coccinelle ». Donc, on pourrait dire, je pense que c'est l'histoire d'une coccinelle qui aime bien croquer parce que j'entends le mot « croque » dans « coccinelle ». Et puis, en plus, dans l'image, j'ai vu qu'elle avait des dents pointues. Donc, je me dis, avec l'image puis le titre, là, je pense que c'est une coccinelle qui croque. Donc, on peut faire des liens entre le titre et l'image. On peut aussi lire le titre, bien sûr, je l'ai déjà dit, mais le nom aussi de l'auteur et de l'illustrateur. Deux choses qu'on oublie assez souvent dans la lecture d'un livre, surtout pour un enfant. Nous, c'est comme un réflexe de le lire parce qu'on connaît certains auteurs qu'on aime ou pour autres raisons. Mais pour les enfants, c'est souvent quelque chose qu'on passe. Mais c'est intéressant pour eux de le savoir. Donc, on pourrait dire, par exemple, ici, Michael Escoffier, ben ça, c'est l'auteur du livre. Ça veut dire que c'est lui qui a écrit l'histoire et qui y a pensé dans sa tête. Puis Mathieu Maudet, ben lui, c'est l'illustrateur. Donc, c'est lui qui a dessiné la coccinelle, puis qui a dessiné toutes les autres images dans le livre aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un auteur? Qu'est-ce que ça veut dire un illustrateur? Ce qu'on peut faire aussi, c'est parler vraiment des éléments du langage écrit qui est sur le livre. Donc, avec un plus petit, on reconnaît les lettres qu'il connaît. Donc, est-ce qu'il reconnaît, par exemple, le E de son nom ou le N de son nom? On peut aussi compter le nombre de mots dans le titre. Donc, la coccinelle, il y a 2 mots parce qu'on voit qu'il y a un espace entre les deux. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît les mots. Il y a des espaces entre chaque mot. On peut aussi compter les syllabes dans le mot. Donc, par exemple, la coccinelle, il y a 3 syllabes dans le mot coccinelle. Donc, c'est un long mot, par exemple. Donc, on peut faire tous ces éléments-là juste avec le titre. Déjà, on n'a pas ouvert le livre encore, puis on a parlé de toutes sortes d'éléments du langage écrit. S'il y a des marques de ponctuation sur notre livre, on peut aussi en parler. Par exemple, un point d'exclamation, un point d'interrogation, parce que ça nous donne plein d'indices sur ce qui va se passer dans le livre, puis sur la façon dont on doit réfléchir au livre. Dans notre exemple ici, il n'y en a pas. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire avant même d'avoir lu le livre. Maintenant, pendant la lecture, on va avoir 3 parties à cette partie-là de la lecture d'une histoire. Donc, les connaissances sur le langage écrit sont la première partie. Donc, au préscolaire, tout ce qu'on peut faire tout au cours de la lecture, ça peut être de parler, par exemple, du sens de la lecture. Donc, on lit en français de gauche à droite. Dans d'autres langues, ça peut être de droite à gauche, mais en français, c'est comme ça. Donc, on peut le montrer avec notre doigt. Déjà, c'est un apprentissage qu'ils doivent faire. On peut aussi expliquer qu'on lit le texte et non pas l'image. Des fois, les enfants ne comprennent pas tout à fait la différence. On leur dit « Où je lis, tu penses? » Puis, ils ne savent pas trop exactement où on lit au préscolaire. Donc, on leur dit « on doit lire où est-ce qu'il y a du texte, où est-ce qu'il y a des lettres. » Donc, où tu vois des lettres, c'est là qu'on lit. On peut aussi parler des lettres, des mots, des phrases, des paragraphes. Donc, leur dire, par exemple, qu'il y a des lettres qui sont écrites sur ma page, mais si les lettres sont collées ensemble, ça fait un mot. Si les mots sont ensemble, séparés par un point et une lettre majuscule, ça fait une phrase. Et s'il y a beaucoup de phrases ensemble et qui sont séparées par des espaces, c'est des paragraphes. Donc, plusieurs lettres, ça fait un mot. Plusieurs mots, ça fait une phrase. Plusieurs phrases, ça fait des paragraphes. Donc, on peut leur expliquer ça. Bien sûr, on ne leur explique pas tout ça dans la même lecture. Donc, petite parenthèse, c'est un éventail de choses que vous pouvez faire durant la lecture. Je vous dirais, par rapport juste aux connaissances sur le langage écrit, choisissez-en 2 peut-être ou 3 au maximum. Et puis, pour une seule histoire, là. Et puis, pas tout, parce que sinon, bien sûr, ils vont perdre le fil de l'histoire. Mais pour une prochaine lecture, vous en profiterez pour aborder peut-être d'autres connaissances sur le langage écrit. Et même chose pour les autres sections de la capsule. Là, on va voir, vous allez voir des inférences puis le vocabulaire. Donc, on ne fait pas tout ce qu'on a dit aujourd'hui. On choisit 2 choses à peu près par section. Donc, si on a un enfant qui est un petit peu plus âgé, donc qui est peut-être niveau première, deuxième année,
Il y a encore plein de choses à apprendre en première et deuxième année. On peut parler de la calligraphie dans notre histoire. Est-ce que l'histoire est écrite en lettres détachées ou en lettres attachées? On peut aussi parler des signes de ponctuation. Donc, j'en ai un exemple ici. Donc, les ponctuations, ça peut être le 2 points, le point-virgule, les points de suspension, les parenthèses, les guillemets. Donc, on peut en parler pour expliquer à quoi ça sert. Pour nous, c'est un réflexe. On voit un guillemet, on sait tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Mais si on ne l'explicite pas à l'enfant, il ne pourra pas l'apprendre. Donc, on doit l'expliciter. Par exemple, si on voit un guillemet ouvert, comme celui-là ici, donc on peut lui dire « Ah, je vois un guillemet ouvert. » Ça veut dire que quelqu'un va parler, va commencer à parler. Et là, si on voit le guillemet qui est fermé, on peut lui dire « Bah, la personne a fini de parler. » C'est ça que ça veut dire, le guillemet fermé. Tu vois, le petit guillemet qui est fermé. Si on voit des parenthèses, on peut dire « Ah, tout d'un coup, l'auteur va probablement me donner un exemple ou une précision. » Parce que c'est ça qu'on met dans une parenthèse habituellement. Donc, c'est important d'expliciter ce genre de choses-là à l'enfant pour qu'il puisse apprendre et mieux décoder qu'est-ce que ça veut dire. Il y a d'autres marques de ponctuation aussi, comme la virgule, le point d'exclamation, d'interrogation, puis le point fixe. Donc, c'est important d'expliquer aussi la fonction de la ponctuation qui est aussi simple que la virgule. La fonction pour le sens dans l'histoire, parce que ça peut changer tout le sens. Par exemple, dans « c'est l'heure de manger les enfants », on comprend qu'il y a une mère qui dit à ses enfants que c'est l'heure de manger. Mais si on dit « c'est l'heure de manger les enfants », ben là, on comprend qu'on va manger un enfant. Donc, c'est peut-être un ogre qui va dire qu'il va manger des enfants. Ça change tout le sens. Donc, si je vous le redis encore une fois pour que vous entendez bien la différence, c'est l'heure de manger les enfants ou c'est l'heure de manger les enfants. Ça fait toute la différence au niveau du sens. Donc, c'est important d'expliciter ça aussi à l'enfant. Et au niveau du point d'exclamation, d'interrogation ou du point, si je vous fais l'exemple avec « tu as fait tes devoirs », si on fait un point fixe, c'est un fait. Donc, tu as fait tes devoirs. Ça veut dire que tu les as faits, tout simplement. Si on met un point d'interrogation, ça veut dire qu'on pose une question. Donc, tu as fait tes devoirs? On veut savoir, dans le fond. Donc, ça nous donne un indice sur comment je dois lire la phrase. Vous pouvez même l'expliciter, faire la différence avec l'enfant. Donc, lui dire, bon, si c'est un point d'interrogation, comment je devrais le lire? Est-ce que je le lis de cette façon-là ou de cette façon-là? Si je mets un point d'exclamation, ça va faire « T'as fait tes devoirs? » Donc là, c'est soit de l'ironie ou de la surprise. Donc, il faut lui montrer à quoi ça ressemble une intonation de point d'exclamation. Et puis, ça peut changer, encore une fois, tout le sens de la phrase. Donc, c'est important de l'expliciter. Donc, ça, c'est pour la ponctuation. Puis ça, c'est des choses qui peuvent être apprises en première et deuxième année. On peut aussi parler des graphies. Les graphies, c'est la façon d'écrire un son. Donc, par exemple, dans notre diapo, on a mis le son O. Le son O peut s'écrire de plein de façons. De AU, AUX, O, EAU, EAUX, toutes sortes de façons. Donc, on peut parler, par exemple, des graphies en comparant différents mots qui s'écrivent de différentes façons. Donc, par exemple, autobus s'écrit pas de la même façon que O pour boire. On n'écrit pas de la même façon le son O. Donc, on peut lui dire « Ah, tu vois ici, dans bateau, on a écrit le son O, E, A, U. Pourtant, dans autobus, c'est écrit A, U. » Donc, on peut comparer les deux. Puis, c'est intéressant aussi, si on le sait, de lui expliquer la fréquence dans la position du mot. Donc, par exemple, le AU, c'est une graphie qui est souvent en début de mot. Donc, si on veut écrire le son O au début d'un mot, on sait qu'il y a plus de chances que ça s'écrive AU. Tandis que le EAU, ben lui, est plus fréquent à la fin du mot. Donc, si on a un O à écrire à la fin du mot, c'est probablement un EAU. C'est très rare qu'on voit un EAU en début de mot. Hein, ça sert plutôt à finir un mot. Donc ça, si on le sait, c'est intéressant de le dire à nos enfants. Comme ça peut leur aider en écriture, donc pour l'orthographe. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les graphies, puis la fréquence des graphies selon la position du mot, il y a un livre qui est super intéressant pour ça qui s'appelle « Scénario pour mieux écrire les mots » des éditions Chenevière. Donc, dans ce livre-là, vous allez apprendre quelles sont les fréquences de chacune des graphies selon la position du mot. Donc, voilà pour les graphies.
Donc, même en première année, on commence déjà à avoir des graphies assez complexes. Donc, ça peut être intéressant en première et en deuxième. On peut aussi parler des majuscules. Donc, par exemple, si dans la phrase, il y a le mot Camille en milieu de phrase. Donc, on peut s'arrêter et se dire, ah, tu vois, il y a une majuscule, puis c'est même pas un début de phrase. Comment ça se fait, donc, tu penses? Donc, ah, ben Camille, c'est un nom propre. C'est pour ça qu'on a mis une majuscule. Ou encore, on pourrait dire Laval, par exemple. Laval est arrivé dans le milieu de la phrase. Comment ça se fait qu'il y a une majuscule alors? Ben, c'est parce que c'est un nom de lieu. Les noms de lieux ont des majuscules, comme les noms de pays ou les noms de villes. Donc, c'est intéressant de faire la différence. Mais alors, on pourrait se dire, mais pourquoi parc? C'est un lieu, un parc? Mais parc, c'est pas une lettre majuscule, parce que c'est pas un parc précis. Le nom du parc va avoir une lettre majuscule, mais pas le mot parc, parce que c'est global, c'est pas un nom propre. Donc, on peut parler de ça, on peut s'arrêter pour en parler. Puis, on peut aussi parler des lettres muettes. Donc, par exemple, le S à la fin des mots, qui marque le pluriel. Le E à la fin des mots, qui marque le féminin. Ou encore, erreur assez commune chez nos enfants de première, deuxième année, le ENT à la fin des verbes, qui ne se prononce pas, qui est muet, pour marquer le pluriel des verbes. C'est comme un S, comme le S du nom, mais pour les verbes. Donc, il chante, par exemple. Il y a beaucoup d'enfants qui vont lire « il chantant ». Alors, on peut leur dire « Ah, mais tu vois, le NT il est muet parce que c'est comme le S du verbe ». Donc, c'est intéressant de s'arrêter sur les lettres muettes de temps à autre dans notre lecture, pas toujours, mais pour expliciter à quoi ça sert le E, le S, le ENT, le H en début du mot, ces choses-là. Donc, encore une fois, je m'arrête pour vous dire que c'est encore un éventail de ce que vous pouvez expliciter pendant une lecture, mais vous en choisissez un ou deux, trois au maximum dans une lecture, mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous savez à peu près tout ce que vous pouvez faire avec un livre, et puis la prochaine fois que vous allez lire, vous allez pouvoir en choisir quelques-uns, puis avec un autre livre, d'autres. Puis à la fin de votre lecture de toute une année entière, votre enfant va avoir appris tout plein de choses sur le langage écrit. Donc, la première section de pendant la lecture s'appelait ici « Connaissances sur le langage écrit ». Là, maintenant, on va voir développer le vocabulaire. Parce qu'un livre peut aussi beaucoup développer le vocabulaire. C'est la raison pour laquelle, au début de la capsule, on vous disait de choisir un livre dans lequel il y a un vocabulaire qui est riche, qui n'est pas trop simple. Parce que ça nous permet d'enrichir le vocabulaire de notre enfant. Encore une fois, on ne choisit pas tous les mots pour expliquer. On en choisit 2 ou 3 mots peut-être qu'on juge qui sont peut-être nouveaux pour notre enfant, peut-être qu'il ne les connaît pas. Puis après, on se donne le défi de lui faire apprendre. Donc, comment un enfant peut apprendre ou enregistrer un nouveau mot? C'est en l'ayant vu de différentes façons, donc sous différentes formes. Donc, par exemple, l'avoir vu de la façon écrite, c'en est déjà une. Donc, dans notre livre, on a encadré le mot « barbouillat ». Donc, déjà, on peut montrer à l'enfant, bon, il s'écrit comme ça, le mot « barbouillat ». Donc, on lui montre la forme écrite. Par la suite, on peut lui montrer l'image, si l'image illustre bien le mot. Dans notre cas, c'est vraiment illustré. On voit vraiment le loup qui est barbouillé sur son corps. Donc, on peut faire le lien avec l'image. Donc, déjà, il y a le visuel de la forme écrite. Il y a le visuel avec l'image. Si on a l'objet en réel dans la maison, on pourrait aussi lui montrer si c'était quelque chose qui était tangible. Ensuite, on peut trouver des synonymes. Donc, lui dire barbouillé, ça veut dire gribouillé, peinturé, taché un petit peu. On peut le mimer aussi. Donc, mimer barbouillé, c'est pas évident, mais je ferais comme ça, barbouillé. Ou un barbeau, comme un enfant du préscolaire là, qui aurait fait un dessin très, très vite, là, un barbeau. Donc, j'aurais fait quelque chose du genre. Et ce qui est très, très, très efficace, c'est de faire des liens avec son vécu. C'est ce que je pense personnellement qui va le marquer le plus l'enfant ou qui va aider à rester une trace mnésique. Donc, par exemple, dans le cas de barbouiller, on pourrait lui dire, tu sais, là, quand ta petite sœur avait barbouillé par-dessus ton dessin de baleine, tu étais super fâchée. Donc, c'est ça que ça veut dire barbouiller. Elle a fait des barbeaux par-dessus. Ou tu t'étais barbouillé sur ton corps ou sur ton chandail, donc peu importe, mais faire un lien avec ce que l'enfant a réellement vécu
va permettre de laisser une trace mnésique du mot qui va être peut-être plus forte. Donc, si vous pouvez le faire, faites-le, ça peut être bien. Il y en aurait eu d'autres qu'on aurait pu rajouter ici, par exemple, le redire avec l'enfant plusieurs fois, le séparer en syllabes, tout plein de choses comme ça. Mais je pense que ça vous donne déjà quelques petites pistes. La troisième section de pendant la lecture, c'est sur les inférences. Donc, qu'est-ce que c'est les inférences? Les inférences, c'est du raisonnement verbal, en fait. C'est des prédictions, c'est des déductions. C'est tout ce qu'on fait au niveau de la réflexion sur le livre, mais sur ce qui n'est pas écrit directement. Donc, c'est des choses qu'on déduit ou qu'on prédit. Donc, par exemple, une des prédictions ou des inférences qu'on peut faire, c'est inférer le sentiment d'un personnage. Parfois, ça va être écrit, puis parfois, ça ne sera pas écrit. Donc, par exemple, si on prend mon livre ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit les visages. Bon, ce n'est pas écrit, mais je peux inférer que les personnages sont contents parce que je vois qu'ils sourient, par exemple, je vois qu'ils rient. Donc, je peux voir que c'est des personnages qui sont heureux ou qui sont contents. Donc, je fais déjà une inférence parce que personne ne me le dit ça. Donc, c'est ça une inférence. C'est quelque chose qui n'est pas écrite, mais qu'on déduit. Donc, on peut en parler avec notre enfant, de lui demander, par exemple, comment il sent le personnage, tu penses. Pourquoi tu penses qu'il se sent comme ça? Donc, essayer de parler autour des sentiments. On peut aussi faire des prédictions par rapport à ce qui va se passer dans l'histoire. Donc, si on est rendu dans le milieu de l'histoire puis qu'il y a un problème, par exemple. Donc, on est rendu à le milieu. Avant de tourner la page, on essaie de prédire ce qui va arriver après. Donc, on peut même fermer le livre et lui dire « Qu'est-ce que tu penses qui va se passer après? Qu'est-ce que tu penses que le personnage va faire pour régler son problème? » Donc, on peut même fermer le livre et avoir une longue discussion sur ça. Lui dire « Ah oui, c'est ça que tu penses, toi, tu penses qu'il va aller prendre une échelle? Donc, tu pouvez comparer ce que vous pensez. Moi, je pense qu'il va faire telle chose parce que j'ai vu tel élément dans l'histoire. » Donc, c'est là que la réflexion commence. Vous pouvez essayer de trouver quelle solution il va prendre à son problème. Vous pouvez essayer d'expliquer pourquoi il a fait tel choix au lieu de tel autre choix en utilisant des indices que vous avez vus dans l'histoire, peut-être des indices dans l'image ou dans la personnalité du personnage ou diverses raisons que vous avez vues dans l'histoire. Vous pouvez aussi trouver des informations qui ne sont pas écrites. Par exemple, qui sont en lien avec la structure de récit, comme le moment où se passe l'histoire. Donc, si vous voyez qu'il y a de la neige sur les illustrations, bien, vous pouvez lui demander, est-ce que tu penses que c'est l'été ou tu penses que c'est l'hiver? Si l'enfant ne peut pas vous répondre, vous pouvez lui dire, moi, je vois de la neige, puis la neige, d'habitude, c'est l'hiver. Donc, je crois que c'est l'hiver que ça se passe. Es-tu d'accord avec moi ou es-tu pas d'accord? Donc, on peut discuter sur cet élément-là. Donc, il y aurait tout plein d'inférences qu'on peut faire sur les livres parce qu'il n'y a jamais un livre qui explique tout. Il y a toujours des choses qu'on peut déduire. Donc, ça fait le tour au niveau des inférences ou toute la réflexion. Puis, je veux faire un lien avec ce que je vous ai dit au départ par rapport à la structure du récit. Donc, si on choisit une histoire qui a vraiment des problèmes, des solutions, des personnages, vous allez pouvoir faire plusieurs inférences. Si vous choisissez une histoire qui est plus, par exemple, comme je vous disais, une histoire qui raconte les couleurs, on va dire bleu comme le ciel, vert comme le gazon, des choses comme ça, ça va être plus difficile de faire des inférences. Il n'y en aura presque pas à faire. Même chose pour une séquence d'événements. Donc, la séquence d'une journée d'une personne, par exemple, si elle n'a aucun problème dans sa journée, dans l'histoire, il n'y aura probablement pas d'inférence à faire. Donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir une histoire qui respecte la structure du récit. Autre lien que je voudrais vous faire, c'est par rapport aux textes que les enfants vont lire à l'école. Donc, si les enfants lisent des textes qui ont une structure de récit, on va probablement aussi leur demander de faire des inférences. Bien sûr, pas en première année parce qu'ils commencent à lire, mais tout au long de leur parcours scolaire, on va leur poser des questions, oui, sur la structure du récit, comme je vous l'ai dit au début, mais aussi, on pose aussi des questions sur les inférences. Donc, c'est pas rare qu'on va, par exemple, avoir une question dans une compréhension de texte qui va être comment tu penses que le personnage se sentait, par exemple, ou pourquoi tu penses que le personnage a agi ainsi comme ça. Donc, toutes ces questions-là sont des inférences. On ne s'en rend pas toujours compte parce qu'on y pense d'emblée comme adulte, mais pour un enfant, ce n'était pas écrit dans le texte. Donc, il a dû inférer cette information-là.
Donc, c'est pour ça que c'est important, déjà petit, de leur démontrer comment on fait ce raisonnement-là avec lui, donc de l'accompagner là-dedans. Donc, voilà pour les inférences. Donc, on a terminé la partie sur la lecture en tant que telle. Mais on n'a pas fini encore la stimulation sur le livre, parce que même après la lecture, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut travailler. Donc, on peut, avec notre enfant, bien sûr, résumer l'histoire qu'on vient juste de lire. On peut la résumer, encore une fois, avec le petit schéma que je vous montre ici, donc avec la structure narrative, en lui demandant toutes les informations qui sont essentielles à une histoire. Par exemple, c'est quand ça se passait l'histoire, qui étaient les personnages, où ça s'est déroulé, quel était le désir du personnage, quel était le problème principal, quelle solution il a trouvé pour y remédier, laquelle a fonctionné, puis comment ça s'est terminé, donc c'est quoi le dénouement de notre histoire, et puis comment il se sent à la fin de notre personnage. Donc ça, c'est vraiment exactement la structure du récit classique. Bien sûr, c'est pas après une seule lecture que l'enfant peut répondre à tout ça. Donc, je vous invite en premier lieu, si vous lisez l'histoire seulement qu'une fois, à la résumer vous-même ou encore à vous poser les questions puis à y répondre vous-même. Parce qu'on ne doit pas avoir comme attente de répondre, de faire répondre notre enfant à toutes ces questions-là, c'est impossible. L'enfant, son attention va être portée sur d'autres éléments et ne pourra probablement pas la résumer en entier. C'est pour ça que vous êtes important là-dedans. Et c'est pour ça qu'une lecture partagée entre l'enfant et le parent est beaucoup plus riche qu'une lecture seule. Parce que c'est là que vous allez tout lui démontrer tous les éléments qu'il y avait dans le récit en la résumant vous-même. Donc, la première lecture de l'histoire, c'est probablement vous qui va la résumer à la fin. En fin de lecture, Camille, si je peux ajouter aussi, vous pouvez en profiter pour demander à votre enfant s'il a apprécié ou non l'histoire et de justifier s'il l'a apprécié, pour quelle raison ou sinon pour quelle raison. C'est une habileté qui va être travaillée dès le préscolaire avec les enfants, de donner leur appréciation sur des lectures qui leur sont lues ou qu'ils lisent eux-mêmes et de justifier leur point de vue. Donc, c'est déjà une petite étape que vous pouvez faire aussi en fin de lecture. Tout à fait. Merci pour la précision, effectivement. Je vous ai parlé de relire l'histoire plusieurs fois en donnant les explications à votre enfant. On en a parlé pendant tout le long, donner des explications sur le vocabulaire, sur les inférences, sur le langage écrit. Donc, en premier lieu, c'est probablement vous qui allez expliquer à l'enfant, mais après une ou deux, ou probablement plus deux lectures, vous pouvez déjà vous attendre à poser quelques questions à votre enfant puis vous attendre à quelques réponses. Probablement qu'après une ou deux lectures, votre enfant, là, il va être en mesure de répondre. Donc là, vous pouvez lui poser des questions. Par exemple, « Ah, je vois des guillemets ouverts. Qu'est-ce que ça veut dire donc, des guillemets ouverts? » On peut lui poser la question. Si ne sait pas la réponse, vous pouvez lui rappeler. « Ah, c'est vrai, ça veut dire que quelqu'un va parler, par exemple. » Donc, vous pouvez lui reposer des questions sur des éléments que vous aviez parlé tout au long de la lecture la dernière fois ou cette fois-ci. Vous pouvez aussi faire semblant de vous tromper. Par exemple, lui dire « Et le loup se barbouilla. » Ah, barbouiller. C'est un mot qu'on avait vu, il me semble. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire qu'il est tout propre. C'est ça? Donc, on peut essayer de se tromper pour que l'enfant réagisse et dire « Ben non, il n'est pas tout propre, il est tout barbouillé. » Ça veut dire qu'il est tout sale. Il a mis de la peinture sur lui. Ah oui, c'est vrai, c'est ça que ça voulait dire. Donc, vous pouvez faire réagir votre enfant en vous trompant sur certains éléments que vous avez parlé avant. Donc là, par exemple, barbouiller ou, encore une fois, les guillemets, les tirets, des choses comme ça. Après plusieurs lectures, là, votre enfant va peut-être être en mesure de raconter lui-même l'histoire dans ses propres mots. Sans la lire nécessairement, vous pouvez fermer le livre puis lui demander de la raconter. Et là, c'est là qu'on va travailler beaucoup les habiletés langagières à l'oral. Donc, il va avoir besoin de structurer ses phrases de façon adéquate et complète. Il va avoir besoin de mettre tous les éléments du récit dont on a parlé pour produire un discours qui est complet, qui est cohérent. Il va falloir qu'il les mette dans l'ordre. Donc, tout ça, ça va faire travailler plusieurs habiletés langagières, la production du discours, la structure de ses phrases, le vocabulaire aussi parce qu'on le force à parler d'un sujet en particulier. Donc, il faudra qu'il retrouve tous les vocabulaires qui est associé au thème de l'histoire,
Donc, ça va être un exercice qui est très, très riche au niveau langagier pour votre enfant. Mais on ne peut pas s'attendre à ça. Après une première lecture, ça va être trop difficile. Donc, ça fait le tour de notre capsule sur la lecture des livres chez les enfants. Alors là, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Si vous aviez des questions sur le contenu de la capsule, je vais vous laisser un petit peu de temps pour y réfléchir. Et pendant que vous réfléchissez à tout ça, prenez votre temps, je vous laisse la diapositive sur les ressources qui sont en lien avec la capsule d'aujourd'hui. Qui sont, en fait, il y a eBookKid, qui est la première ressource qui est tout en haut de la diapositive, qui est un site où on a des centaines de livres numériques pour les enfants. C'est super intéressant parce qu'on a le texte, l'image et on a l'audio aussi. Donc, si on n'est pas là pour lire avec l'enfant, il peut se le faire lire sur le site Internet. Donc, c'est très bien. Il y a aussi Il était une histoire, celui qui est tout en bas, qui est un peu dans le même genre que eBookKids, donc il propose plein de livres numériques. Mais lui, il y a un petit plus, c'est-à-dire qu'il y a des questions de compréhension sur la lecture qui vont être posées après la lecture de l'enfant. Et puis, il y a aussi des mots, je ne sais pas si vous voyez, qui sont en couleur, donc qui sont comme surlignés, on va dire, comme trimballe, soigneusement ou les fossiles. Donc, des mots qui sont un petit peu plus complexes, pour lesquels il y a une définition. Donc, il peut cliquer sur le mot, puis on a une définition du mot. Donc, pour lui faire apprendre des nouveaux mots de vocabulaire. Et puis, on a celui du centre qui est Maman Favori, qui est d'ailleurs un site qui est super pour le développement du langage et des autres sphères du développement de l'enfant, où vous allez trouver en fait tout plein de vidéos d'heures du conte qui sont animées par une orthophoniste, ce qui est très bien parce que le conte est lu, animé, avec intonation, super intéressant et tout. Puis, il y a aussi des pauses d'apprentissage sur les éléments de l'histoire qu'on vous a parlé. Par exemple, il y a des pauses pour faire des inférences, il y a des pauses pour travailler certains mots de vocabulaire dans le livre. Donc, c'est une heure du conte, on va dire, stimulante et enrichissante au niveau du langage et du langage écrit. Donc, c'est une ressource que je vous propose. Oui? En lien avec la grande offre d'heures du conte qu'on a justement en ligne dans le contexte actuel, est-ce que tu peux nous parler un peu de la plus-value de faire la lecture nous-mêmes avec l'enfant? Oui, tout à fait. C'est vrai que, particulièrement dans ces temps-ci, il y a beaucoup d'heures du conte qui sont proposées là, pour nos enfants. J'aime bien ça, le Maman Favori, parce qu'il y a des petits éléments de stimulation à l'intérieur dont on a parlé précédemment. Mais de façon générale, l'heure du conte, c'est pas un moment d'échange et de partage. Hein, c'est vraiment un intervenant ou un adulte, en fait, qui va lire à des enfants et il n'y a pas d'échange. Donc, il n'y a pas de possibilité, d'enrichir les habiletés langagères et de raisonnement de notre enfant parce que lui, il ne répond pas, il est juste là de façon passive. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas une belle activité, c'est quand même une belle activité. Mais la plus-value de le partager avec votre enfant, c'est que vous avez un échange. Donc, votre enfant réfléchit sur le livre, vous lui posez des questions, vous vous arrêtez avec lui pour savoir s'il a compris, s'il y a des mots qu'il ne connaît pas. Donc, s'il y a des mots qu'il ne connaît pas, on va s'arrêter, on va en parler, on va s'assurer qu'on le mime, qu'on fait des liens avec son vécu. Donc, il va pouvoir l'apprendre, ce nouveau mot-là. Tandis que c'est sûr qu'une heure du conte animée par quelqu'un en ligne ou même en personne, il n'y aura pas d'arrêt comme ça. Donc, on ne va pas s'arrêter à un mot qu'on pense que votre enfant ne connaît pas. On va continuer la lecture puis on va l'animer, mais on ne va pas arrêter là, comme ça pour lui faire apprendre certaines notions dans le livre sur le langage écrit ou sur le vocabulaire. Donc, c'est sûr que c'est ça la plus-value. Premièrement, c'est un échange, mais c'est aussi un moment où on s'arrête puis on fait des apprentissages en fin de compte. Puis c'est aussi un moment qui est très privilégié avec votre enfant sur le plan affectif. Donc, oui, sur le plan langagier, mais sur le plan relationnel aussi, c'est quand même une activité qui est vraiment intéressante. Tout à fait. Puis, j'ajouterais que de travailler juste sur le plaisir de la lecture, même si c'était juste ça, l'objectif, ça serait déjà beaucoup. Dans le sens où c'est toujours important d'apprécier la lecture parce que tout au long du parcours scolaire, la façon d'apprendre, ça va être en lisant. Que ce soit le cours d'histoire ou le cours d'éthique ou le cours même de mathématiques. En fait, même de mathématiques, oui. Il y a toujours de la lecture. Donc, si on n'aime pas la lecture,
on lit moins. Si on lit moins, on comprend moins. Si on comprend moins, on fait moins de nouveaux apprentissages en histoire, en maths, en français, dans toutes les matières. Donc, le plaisir de lire est très, très, très important. Un enfant qui aime lire lit beaucoup, puis un enfant qui lit beaucoup apprend beaucoup. Donc, c'est un bon moment pour avoir du plaisir avec votre enfant. D'ailleurs, dans la sélection de vos livres, n'hésitez pas, même si on vous a donné quelques balises là, en début de présentation, d'aller choisir des thèmes qui intéressent votre enfant dans la mesure du possible, même peut-être de choisir, de faire peut-être une présélection, puis de leur laisser le choix des histoires que vous allez raconter pour justement avoir cet intérêt puis ce plaisir-là dans la lecture. Puis, si vous voulez aussi bien vous préparer à une lecture aussi enrichissante, c'est intéressant de lire vous-même le livre d'avance pour un peu cibler ce que vous allez stimuler avec votre enfant. Tout à fait. Puis d'avoir le temps de réfléchir à « Ah oui, dans ces temps-ci, là, c'est vrai que j'ai vu qu'il parlait de tel élément, on va dire le guillemet, le tiret, des choses comme ça, là, ou des majuscules, des minuscules à l'école. Donc, je vais en profiter pour en parler à ce moment-là, dans cette page-là. » Donc, en lisant d'avance, vous pouvez déterminer des petits moments comme ça en faisant des liens avec ce qu'il apprend à l'école, par exemple. Absolument. Merci, Camille. Donc, je ne vois pas de questions dans le clavardage. Pour l'instant, je n'ai pas de main levée. On va vous laisser juste quelques secondes pour voir vraiment s'il y a quelqu'un qui veut interagir. Pas de problème. Super. Je pense que ça a été clair, Camille. Ça semble clair. Parfait. Ah, on a une main levée. Madame Diana, je vais... Oui, oui, c'est moi, Diana. Mais merci beaucoup, très intéressant. Et j'avais écrit dans le fond, une petite question, mais pour le Camille. C'est ça, mais dans le fond, c'est simplement pour savoir est-ce qu'il y a un auteur, dans le fond, qui soit recommandé pour les enfants des maternelles, parce que parfois, écoute, on lit plusieurs histoires. Par contre, serait intéressant de savoir un petit peu plus s'il y a quelque chose pour les plus petites par rapport au vocabulaire enrichi. OK. Particulièrement au niveau du vocabulaire. Je vous dirais qu'il y en a tellement que c'est difficile d'en choisir un. Moi, j'aime beaucoup la série du loup. Là, vous l'avez vu juste sur une page, le loup qui était barbouillé. Donc, il y a tout plein de livres sur le loup qui voulait changer de couleur, le loup qui est au pays des contes. J'aime beaucoup cette série-là particulièrement, mais il y en aurait tout plein si vous allez faire un petit tour là, à la librairie, si c'est possible pour vous de le faire. Vous allez vraiment certainement en trouver des milliers qui ont un vocabulaire très riche. Je propose le loup parce que je sais que le vocabulaire y est riche, là, mais il y en aurait vraiment beaucoup, beaucoup. Il y a aussi les petits albums de Splat, le chat, qui peuvent être intéressants parce que souvent, ils ne sont pas très chers non plus et ils ont plus ou moins la structure qu'on recherche la plupart du temps. Donc, ça peut être intéressant. Vous pouvez voir dans les éditions comme Dominique et compagnie, par exemple, qui est une maison d'édition québécoise. Mais vraiment, comme Camille le dit, là, il y a un grand éventail. L'important, c'est vraiment de prendre le temps de jeter un coup d'œil dans le livre, de le lire avant de le choisir pour voir s'il correspond à ce que vous recherchez. OK, mais merci beaucoup. Excellent. On a des questions, Camille, sur le clavardage. Est-ce que c'est possible d'avoir la liste des livres proposés? Il n'y a pas eu de liste de livres proposés. C'était vraiment, en début de présentation, une explication sur comment enrichir vous-même la lecture d'histoire. Puis, comme l'a dit Camille au début, cette capsule-là sera enregistrée et sera disponible sur la page YouTube de la commission scolaire. Donc, ça pourrait être vu au besoin si vous avez manqué le début. Il y a aussi une question sur est-ce qu'il y a un moment propice pour faire la lecture ou on tient compte du moment de la journée où l'enfant semble disponible à la lecture. Évidemment, il n'y a pas de moment propice. Souvent, on le fait juste avant le dodo parce que c'est un moment calme, parce que souvent, les enfants ont pris leur bain, ils sont plus détendus, ils sont plus disposés. Mais il n'y a pas de moment à choisir obligatoirement, je dirais. Si vous voyez un moment où votre enfant semble disponible et à vous écouter et aussi à participer, puis
comme on le disait, c'est vraiment l'environnement qu'il faut contrôler, où on va avoir du calme, où on va avoir un peu de silence pour vraiment que l'enfant puisse en profiter pleinement. Et toujours dans le plaisir. Il ne faut vraiment pas oublier le plaisir parce que si vous forcez la note et que l'enfant ne trouve pas de plaisir, vous allez finir par plus avoir les conséquences négatives de cette activité-là plutôt que positives. Voilà. Alors, je pense que ça fait le tour. On a les remerciements. Donc, je pense que ça fait le tour des questions. Bon, ben super. Ben, je vous remercie à tous d'avoir été présents ce soir. Merci de votre participation. Et puis, ben, comme on l'a dit, la capsule va être disponible en ligne bientôt sur la chaîne YouTube de la Commission scolaire. Mais je vous invite vraiment à vous tenir informés avec le cyberbulletin pour voir les autres capsules qui seront prochainement disponibles par nos collègues orthophonistes, mais ergothérapeutes et psychologues. Donc, peut-être que vous aurez d'autres apprentissages là, super intéressants dans ces capsules-là aussi. Donc, sinon, je vous souhaite une belle soirée, puis au plaisir de vous revoir dans les prochaines capsules. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.